Merci. Moi, j'ai trouvé important d'organiser ce webinar parce que c'est vrai que les jeunes confrères, même pas que collaborateurs, mais jeunes confrères, sont moins malheureusement sensibilisés aux élections et à l'importance de ces élections. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le cas. Je trouve que ça se ressent dans les votes même pour les élections au Conseil de l'Ordre. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Rachid dans une période un peu clé peut-être de ma profession. C'est une petite anecdote, mais c'est pour montrer l'importance de ce webinaire. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec Rachid dans un moment où je ne savais pas où j'allais dans mon cursus, dans mon jeune cursus d'avocat. J'appelle ça un cursus, mon expérience d'avocat, où j'étais en collaboration. Voilà, Pierre-Eugène qui va me rejoindre aussi, qui pourra peut-être échanger avec nous. Euh, donc, où j'ai beaucoup échangé avec Rachid pour justement savoir où j'allais, savoir ce que je voulais, savoir si la collaboration était toujours faite pour moi ou non. Et, euh, et Rachid m'a beaucoup conseillé sur, l'importance de la collaboration, tout en rappelant l'importance de la profession libérale. Même dans le statut de collaborateur, on reste une profession libérale. Et c'est vrai que c'est souvent dur à concilier la collaboration tout en restant profession libérale. Donc ça va être ma première question. Voilà, j'en viens. Comment vous voyez le statut de collaborateur et comment concilier le statut de collaborateur avec la profession libérale qui est la profession d'avocat? Alors, juste peut-être, Thomas, je me permets aussi une petite anecdote parce que je me retrouve un petit peu dans le propos que tu viens d'avoir en étant allé chercher chez Rachid une oreille attentive et de bons conseils, puisque moi aussi, à un moment de ma carrière, j'ai décidé de m'installer et je crois que c'est un moment particulier, Rachid, où tu m'as ouvert la porte. Je ne sais même pas si tu t'en souviens, peut-être qu'a priori, tu le fais pour beaucoup. Et en ce qui me concerne, je le dis, voilà, aujourd'hui officiellement, je te remercie. À ce moment-là. Et effectivement, donc Rachid, pour moi, c'est un confrère de confiance, un confrère qui est à l'écoute de ses plus jeunes confrères. Voilà, je suis étonnée de voir, Thomas, que tu partages avec moi ce point commun. Pour ce qui est de la réponse du statut de la collaboration, je pense qu'il n'y a pas un statut de la collaboration. Il y a autant de statuts de la collaboration, je pense, qu'il y a de modes d'exercice au sein du barreau. Moi, il y a un statut de la collaboration que je connais particulièrement bien, puisque moi, j'ai été collaboratrice de cabinet d'affaires. Alors, c'est un statut qui est décrié et sincèrement, je dirais un petit peu à tort parce que c'est une typologie de barreau en ce qui me concerne où je me suis, si je peux parler un peu vulgairement, absolument éclatée. J'ai appris énormément. Travailler beaucoup, je suis pas sûre que ce soit un vrai problème pour un avocat. Quand on se lance dans la profession, on a tellement à apprendre et en même temps tellement à gagner que je crois que tout ce qu'on donne, c'est loin d'être à la hauteur de tout ce qu'on reçoit. C'est vraiment en ce qui me concerne, enfin, le statut de la collaboration, c'est un sujet avec lequel je suis extrêmement à l'aise. Maintenant, il est vrai que c'est une profession qui fait que, de fait, on n'est pas fait et destiné à être collaborateur toute sa vie. Donc après, soit on up or out, comme on dit dans les structures, hein, soit on monte dans la structure dans laquelle on exerce, soit finalement, pour des raisons X ou Y, par impossibilité, par manque d'envie, à un moment, on s'installe. Et je pense que, en tout cas, le rôle que les cabinets doivent avoir à l'égard de leurs collaborateurs, c'est de préparer les collaborateurs aux deux options, c'est-à-dire le up or out. Leur permettre soit de développer les activités pour les faire monter, soit de les former suffisamment bien pour qu'à un moment donné, ils soient capables d'aller pêcher. Donc moi, j'ai envie de dire que la responsabilité des cabinets à l'égard des collaborateurs, c'est vraiment de former les jeunes avocats, particulièrement à ces deux aspects du métier. De bons techniciens capables, je dirais, d'aller pêcher, c'est important. Rachid? Oui, c'est une question qui est effectivement cruciale, mais en même temps qui est délicate, parce que, autant dire les choses directement, le ou les statuts du collaborateur, c'est quand même quelque chose qui est à la fois un mélange de schizophrénie, un côté hybride, pour ne pas dire bâtard. Pourquoi? Parce que à l'origine, la profession est évidemment libérale, mais on est censé accompagner de jeunes futurs confrères pour qu'ils deviennent avocats de plein exercice.
avocat de pleine liberté, ça peut être aussi un collaborateur heureux et de rester collaborateur toute sa carrière. Ça existe aussi. Mais c'est aussi la possibilité pour des collaborateurs de devenir associés. Tous les associés ont été collaborateurs quasiment, donc ce qui est mon cas, par définition. On sait bien que ce côté, encore une fois, hybride est d'une complexité extrême, parce que d'abord notre profession est contrastée, elle est diversifiée, et donc les modes d'exercice conduisent soit à des collaborations fructueuses, vertueuses, et moi j'en suis un produit de ça, hein, ou au contraire des collaborations dans lesquelles les abus, les dysfonctionnements, les relations conflictuelles partent d'une situation où souvent la structure des associés n'est pas très au clair sur le choix de recourir à des collaborateurs. Preuve en est, c'est qu'ils ont souvent du mal, les associés d'un cabinet, à offrir une perspective aux jeunes. Et c'est la raison pour laquelle on trouve de tout hein, dans les collaborations. Des fausses collaborations qui sont quasiment des contrats de travail, etc. etc. Bon. L'associé d'un cabinet a envie d'avoir, en réalité, le meilleur libéral, c'est-à-dire avec quasiment l'esprit entrepreneurial pour développer l'activité du cabinet, mais au fond de lui-même, il se dit « oui, mais je suis en train de former des futurs concurrents. Et en même temps, je ne suis peut-être pas capable d'en faire des associés. » Et c'est ce que moi j'appelle cette schizophrénie qui est extrêmement complexe. Alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire, hein, et effectivement à Thomas, il y a un moment donné, il faut que ça soit un choix personnel, réfléchi. Il y a des gens qui sont faits pour rester collaborateurs un certain temps avant de bien comprendre les enjeux de la profession. Et il y en a d'autres, parce qu'ils ont une conscience de ce que c'est que le marché de l'avocat, parce qu'ils ont des perspectives claires dans leur tête et qu'ils veulent devenir associés, ou en tout cas s'installer, avoir un projet associatif avec d'autres, d'ailleurs, hein, pour créer, pour fonder une structure. Et bien, dans ce cas-là, il faut se lancer. Et pour terminer, pour ne pas être trop bavard, j'aurais tendance à dire que cet équilibre-là, au Conseil de l'Ordre, nous, en tout cas si on est élus, on veillera à ce qu'il y ait le respect mutuel. Alors, ça existe déjà, on ne va pas se raconter l'histoire, on ne va pas, nous, inventer l'eau chaude. Hein. Au sein du Conseil de l'Ordre, il y a déjà des commissions, des délégations qui examinent de manière très stricte, parfois de manière sévère, les abus hein, dans l'exercice professionnel. Hein. Notamment lorsque les collaborateurs font des heures pas possibles, travaillent dans des conditions déplorables ou indignes de la profession d'avocat. Donc ça existe. Mais en tout cas, pour notre part, nous, on est extrêmement sensibilisés à la question des conditions à la fois matérielles et morales du développement de l'activité libérale. Parce qu'encore une fois, c'est l'essence de la profession. Et effectivement, enfin, une forme de pacification, je dirais, plutôt que d'opposition entre le statut de collaborateur et celui d'associé est importante. Parce qu'une nouvelle fois, je pense que la confraternité, ça ne doit pas être qu'un terme, je dirais, des prétoires, d'un échange de conclusions à date, avec un certain respect. C'est dans l'exercice quotidien, au sein des structures, et ça, c'est aussi important. Et effectivement, l'ordre y veille, et si nous, on y est, c'est évident qu'on aura à cœur, en tout cas, de donner une pleine effectivité à ce principe de confraternité au quotidien, dans les structures. Thomas, on ne t'entend pas, ton micro est coupé malheureusement. Oui, je disais merci beaucoup, pardon, et je demandais à Pierre-Eugène s'il avait d'autres questions sur ce qui venait d'être dit. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Effectivement, pendant la lancée de la question de Thomas, je pense qu'il y a une vraie question aujourd'hui de savoir de ce que fait le Conseil de l'Ordre avec les jeunes avocats. Surtout d'autant plus quand on sait qu'un tiers d'entre eux quittent la profession avant les 10 ans d'exercice. Donc, comment est-ce que vous voyez des éventuelles actions qui pourraient être mises en œuvre de manière à pouvoir répondre en partie à ce mal-être que vous avez d'ailleurs évoqué entre
voilà, des collaborations qui n'en sont pas une, des gens qui ont du mal à trouver aujourd'hui un équilibre dans leur vie professionnelle, et d'autant plus que c'est un métier très exigeant et peut-être que les gens ont envie de plus de simplicité, donc ils vont aller en entreprise pour faire juriste d'entreprise, etc., etc. Et donc voilà, je m'interrogeais sur les mesures qui pourraient être éventuellement mises en œuvre pour répondre à ce malaise de certains jeunes avocats. Merci. Je crois que le reproche qu'on entend souvent fait à l'égard du Conseil de l'ordre sur cette problématique-là, c'est souvent de ne pas être très réactif et de ne pas prendre à sa juste mesure les signalements qui sont adressés au Conseil de l'ordre lorsqu'il y a une situation extrêmement épineuse, notamment d'un collaborateur ou d'une collaboratrice qui dénonce des conditions de travail, tant sur le plan moral que sur le plan professionnel, hein, ou matériel. Il peut y avoir 50 000 idées, mais je crois qu'il faut aller de manière pragmatique. Il se trouve que ce matin, on était avec... alors là, pour le coup, non pas le jeune barreau que vous êtes, mes chers confrères, mais avec les honoraires avocats, nos chers confrères anciens. Et j'ai émis l'idée avec Sabrina, parce que les honoraires veulent garder toute une place, évidemment, dans la profession. Et je me disais que les honoraires pourraient, sur la base du volontariat, parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont la sagesse, peut-être être des référents. Un peu comme il dit déjà, vous savez, le référent, vous avez dû recevoir une carte hein, quand on arrive au barreau, qu'il y a des élections au Conseil de l'ordre. Vous avez un référent, ben, il pourrait, par exemple, y avoir des référents qu'on pourrait confier à des anciens pour que vous puissiez, vous, les membres du jeune barreau, quand je dis jeune barreau, pour moi, c'est laudatif, hein, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Le jeune barreau, d'ailleurs, pour tout vous dire, pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui se passe au Québec, les Québécois, ils appellent le jeune barreau, qui est l'équivalent de la conférence du stage. Hein. Donc, c'est vraiment hein, l'excellence du barreau. Donc, dans ma bouche, quand je dis le jeune barreau, c'est que vous pourriez être en contact direct avec un référent. Sans passer directement par l'ordre, orienté au départ, mais pour le signalement, de façon à ce qu'un ancien confrère puisse intervenir dans la discrétion, dans la confidentialité, pour l'écoute, bienveillant, et pourquoi pas pour la recherche de solutions constructives, pour vous donner des conseils, des recommandations, avant que le dossier, entre guillemets le dossier, devienne très épineux, trop conflictuel, au point qu'à ce moment-là, souvent, bah, les carottes sont cuites et c'est difficile de s'en sortir autrement qu'en passant par le Conseil de l'ordre. Mais évidemment, le Conseil de l'ordre, notamment à travers sa commission d'exercice, pourrait être saisi. Mais je pense que si on pouvait créer cette antichambre confraternelle, bienveillante, de la part, encore une fois, de jeunes avocats qui pourraient se confier en toute sérénité, je pense que ça dénouerait des situations qui peuvent devenir conflictuelles. Si je peux me permettre d'ajouter un propos et un peu de compassion pour le jeune barreau dont je commence sérieusement à m'éloigner hein, avec mes 13 années maintenant d'exercice, je pense que quand on commence le métier, enfin, tu t'en souviendras quand même peut-être, même si tu es plus proche des honoraires que du jeune barreau, mon ami Rachid. Non, mais en l'occurrence, je pense que quand on aborde le métier au début de sa carrière, moi sincèrement, j'avais l'impression d'avoir à gravir une montagne. Et que du coup, quand on regarde la montagne et le sommet, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. La réalité, c'est que la profession, je pense que c'est plus un escalier. C'est des paliers qu'on gravit étape après étape. Je pense des compétences qu'on assoit, qu'on solidifie. Je pense qu'il faut vraiment que vous regardiez votre carrière, alors bien évidemment en visant loin et dans longtemps, parce que effectivement, je pense que la formation des avocats coûte de l'argent, que le barreau n'a aucun intérêt à laisser partir un vivier, je dirais, de jeunes juristes. Voilà, c'est des talents qui s'en vont de la profession et c'est une vraie perte. Surtout quand après on entend qu'il y a des préoccupations de concurrence avec justement les juristes d'entreprise qui deviennent la concurrence des avocats. Enfin, je veux dire, on a un marché qui se transforme. Donc, c'est sûr que l'ordre doit se saisir de ces sujets.
Alors, nous, on n'a pas les solutions pour tout aujourd'hui, mais en tout cas, je pense qu'il y a des réflexions à mener et le jeune barreau doit en être une pour l'ordre. Ça, c'est, à mon sens, une évidence. Donc, merci d'avoir aussi soulevé ce sujet, du coup, de ces départs de collaborateurs qui doit être à l'esprit de l'ordre. Moi, j'avais une autre question, du coup, je vais rebondir. On parlait plus de la collaboration. Moi, mon sujet, c'est plus des rapports entre les plus jeunes collaborateurs, avec les plus jeunes avocats, avec les avocats plus âgés, on va dire. Moi, j'ai dans mon expérience, je fais beaucoup de contentieux. Et c'est vrai que la limite entre la bagarre dans les dossiers et l'absence de confraternité, souvent, moi, et ça continue, je vieillis, mais le rapport reste le même, où on a souvent l'impression d'être un peu pris de haut, malheureusement, par certains confrères plus âgés. Et c'est vrai que la limite entre la bagarre du dossier, qui est ce qui nous intéresse, et ce parfois manque de confraternité, elle arrive vite, le dépassement de la limite. Et c'est vrai que faire un recours devant l'ordre, c'est toujours un peu délicat et c'est pas ce qu'on a envie, mais c'est vrai que c'était une bonne idée, cette antichambre avec cet avocat honoraire qui serait là pour nous aider. Est-ce que vous avez d'autres mesures qui seraient pour vous intéressantes pour justement essayer de même dans les cadres des contentieux, d'assurer cette confraternité entre les confrères et de la renforcer? Parce que parfois, c'est vrai qu'on a l'impression de la perdre un peu plus. Alors, moi, je ne sais pas si ce sont des mesures, mais humblement, ce serait plutôt des recommandations au regard de ma double expérience. Mon expérience d'abord de collaborateur et mon expérience d'associé. Il est vrai que l'ordre, l'institution ordinale, peut apparaître quand on arrive au barreau comme un mastodonte, une machinerie inatteignable, éloignée. On se dit, si on met le doigt là-dedans, comment ça va se transformer cette histoire? C'est compliqué. D'où, par nature, le rapprochement avec un référent qu'on connaîtrait, qu'on pourrait contacter, encore une fois, dans cette confidence sous la foi du palais, la fameuse formule qui doit rester propre à cette profession d'avocat. Eh bien, je pense que ça faciliterait les choses. Quand je parle de mon expérience, moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor, ancien bâtonnier, etc., qui m'a toujours donné cette recommandation. Si tu frises l'incident à l'audience avec un confrère qui, à raison de ses galons ou de ses petites brochettes en couleur là, sur sa robe, et qui te prend de haut, et qui se comporte de manière indigne vis-à-vis de toi, d'abord, il faut considérer que la stupidité, la bêtise, elle est partagée partout. Sauf que c'est exacerbé dans notre profession, parce que justement, on a l'occasion de se retrouver à la barre, et c'est là que les égos, etc. Mon cher associé à l'époque, enfin, j'étais collaborateur, dès le départ, m'a dit « Tu ne lâches rien, tu ne laisses rien passer ». Quand je rentrais d'audience et je lui disais « Oui, mais voilà ce qui s'est passé, alors j'étais le petit collaborateur, tu comprends, maître Martin ou maître Dupont, il a osé dire ça en me disant que j'étais trop jeune pour comprendre patati. » Je ne lâche rien. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre, dès les premières années de collaboration. Alors c'était embêtant, parce qu'on disait « Ah oui, mais je vais aller faire un mail ». Pardon, ça n'existait pas les mails à l'époque. Nous, c'était la vraie machine à écrire. Avec la pelure, il fallait faire le courrier. On ne faisait pas de courrier au bâtonnier. J'avais dit, il est proche des honoraires. Hein. On ne faisait pas de courrier au bâtonnier. On faisait le courrier au confrère contradicteur avec lequel il y a eu, entre guillemets, cet incident. Et on marque les choses. Pas pour avoir un dossier, parce que je trouve, avec le recul, que c'est là le seul moyen de se faire respecter. Qu'est-ce qui a fait que les années passant, j'ai toujours, je crois, moi, respecté les confrères? C'est parce qu'ils me respectaient, mais je me faisais respecter. Et quand j'envoyais un confrère en lui disant « Mon cher confrère, j'estime que votre comportement à cette occasion n'est pas confraternel pour telle et telle raison », très factuellement, je vous assure qu'il y a plein de confrères, à l'époque avec même 20 ans de barre de plus que moi, qui sont devenus des amis. Parce que je me suis fait respecter. Et à l'inverse, une fois que je suis devenu associé, c'est exactement ce que je dispense comme recommandation aux collaborateurs qui sont les miens. Soit dit en passant, puisque Sabrina n'arrête pas de dire que je suis bientôt honorariat, j'ai dû former une trentaine de collaborateurs, au moins. Dans cette trentaine-là, il y en a au moins une quinzaine qui sont aujourd'hui des références à Paris et ailleurs, en tant qu'avocats spécialisés en droit du travail. Mais je trouve que pour moi, c'est une réussite, le fait qu'ils soient, entre guillemets, des concurrents, sur le même marché que moi.
Parce que je sais très bien que quand il parle avec d'autres confrères, il dit « Ah, bah oui, vous avez été, vous, collaborateur chez… » etc. Et donc, d'une certaine manière, c'est ça la réussite d'un avocat associé. C'est de pouvoir travailler avec des futurs associés, mais y compris dégrainer, d'essaimer, parce que ça compte pour nous. Et bien, même aujourd'hui, les jeunes collaborateurs que j'ai formés, ils pourront vous le dire, quand ils rentrent d'audience et qu'ils me disent qu'il y a eu un problème de cette nature, une forme d'irrespect sous prétexte de parce qu'on est jeune, je leur dis, là, cette fois, tu vas faire le mail, le bref, etc. Et tu me mets en copie s'il le faut, et tu expliques factuellement ce qui s'est passé, et tu donnes ton sentiment. Ça, je pense que, franchement, c'est un conseil vraiment confraternel, mais amical. Quand on prend le temps, parce que c'est vrai que c'est toujours embêtant, déjà, il faut laisser passer la nuit. Laisser passer, reposer, et le lendemain matin, à la première heure, à la fraîche, il faut faire son truc. Ok, merci pour le conseil. Du coup, c'est vrai que c'est important de marquer les choses. Ah, Pierre-Eugène, non, j'écoutais ce que vous disiez effectivement sur le rapport entre les jeunes et les confrères plus anciens, mais pas vieux, on va dire. Sur un aspect un peu différent, qu'est-ce que vous pensez de la question de l'assurance perte collaboration et si effectivement vous êtes favorable à cette mesure? Est-ce que vous considérez qu'elle doit être prise en charge par les cabinets? Quelles sont les modalités voilà, de financement d'une telle mesure? Merci. Alors, est-ce qu'on est pour? Oui. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais collaboratrice d'un cabinet d'affaires. C'est pas forcément le type de cabinet où on a, je dirais, la clientèle personnelle suffisante pour subsister, surtout quand on vit à Paris. Donc, si jamais du jour au lendemain, à n'importe quel moment, puisqu'on a quand même des ruptures qui sont possibles sans motif, on se retrouve privé de revenus, c'est extrêmement compliqué. Donc, la possibilité de choisir de prendre cette assurance est effectivement intéressante. Après, faire peser le coût sur les structures, j'ai envie de dire, ça dépend des structures parce que je crois qu'on a des avocats avec des sociétés d'avocats solides et des structures sur lesquelles on a économiquement plus de fragilité. Donc, il y aura peut-être effectivement une espèce de cartographie ou alors une manière de réfléchir le sujet de manière peut-être pas complètement, en tout cas, uniformisée. Mais c'est effectivement un sujet intéressant de savoir qui supporte. En veillant, attention, pour compléter la réponse de Sabrina, c'est vous dire que nous sommes un binôme tout à fait complémentaire, avec parfois des approches un peu différentes. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que, d'un point de vue assurantiel, quand on raisonne, il est difficile de dire d'un côté, on veut être respecté en tant que professionnel libéral, et en même temps dire que quand on se protège par une assurance, l'assurance doit être supportée par la structure qui fait travailler le collaborateur. Il pourrait y avoir une petite contradiction que j'oserais presque appeler politique, au sens positionnement. Pourquoi d'un côté on dirait je me protège parce que l'assurance, le bénéficiaire, c'est le collaborateur, c'est pas l'associé. Pour quelle raison ce serait la structure qui supporterait ça? Pour faire attention, encore une fois, c'est une réflexion. Pour moi, la question n'est pas tranchée, mais par définition, celui qui doit supporter le coût de l'assurance, c'est celui qui bénéficie. Quand on paye une prime d'assurance, c'est par définition celui qui est l'assuré. Alors, on pourrait très bien dire aussi, oui, mais quand l'entreprise, pour les salariés, cotise au CEDIC en cas de perte d'emploi, c'est un sujet évidemment que nous, on connaît bien. C'est l'entreprise qui paye et c'est le salarié qui est bénéficiaire de l'assurance chômage. Sauf que la différence, c'est que là, nous sommes dans un régime qui relève des pouvoirs publics, qui est réglementé au niveau national, donc il y a une vraie péréquation. Alors que là, pour le coup, le coût, il serait pour le cabinet qui emploie les collaborateurs. D'une certaine manière, je me demande si les effets pervers, ça ne serait pas justement de dissuader encore plus les cabinets d'embaucher des jeunes collaborateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention à ça. Oui, enfin, j'entends bien effectivement cet argument, mais
il y a une question de savoir est-ce que finalement, en général, de nombreuses collaborations libérales n'en sont pas une. Et donc on revient sur ce sujet-là. En fait, est-ce que finalement, dans des collaborations libérales qui n'en sont pas une, avec des gens qui n'ont pas de clientèle et qui ont une dépendance qui sont assez dépendants de leur patron et qui se voient imposer des horaires, etc. Alors en contradiction même avec ce statut. Donc voilà, voilà, je pense que, en tout cas, sur la question de la perte de collaboration, il y a une question, d'autant plus que ça pourrait favoriser éventuellement une adhésion vis-à-vis de l'ordre, qui n'est pas forcément le cas chez certains confrères, certains jeunes confrères. Voilà. Pierre-Eugène, si je peux me permettre, ça me fait penser à quelque chose que vous dites, parce qu'effectivement, on parle de collaboration libérale comme si on avait une collaboration libérale. Je pense qu'effectivement, on a des collaborateurs libéraux et puis on a aussi des collaborations ultra-libérales, c'est-à-dire que celles effectivement sur lesquelles les collaborateurs développent une vraie clientèle personnelle. Et on a effectivement, et moi et c'est pour ça que pour ma part, j'aurais vraiment fait un distinguo aussi selon les typologies de structures. Parce que pour moi, le sujet, à l'époque, il aurait pu se poser pour moi, c'est pas arrivé, mais en l'occurrence, effectivement, je suis assez d'accord avec le fait qu'on a certaines collaborations libérales qui sont dans une situation qui génèrent une situation de dépendance économique qui font qu'effectivement on se sent à risque, surtout quand on est un jeune collaborateur. Alors c'est vrai qu'avec le recul, on finit par l'oublier ce risque, mais c'est vrai qu'on le ressent en tout cas au quotidien et que je pense en tout cas que la question mériterait d'être soulevée et peut-être suggérée même comme une idée, parce que je pense que certaines structures et notamment les cabinets d'affaires négligent pas en fait les besoins et notamment le besoin de sécurité de leurs collaborateurs, mais peut-être parfois juste suggérer les idées, ça permet au moins d'ouvrir la réflexion et parfois de donner raison ou en tout cas de donner droit à la demande. On n'est pas forcément débouté de tout. Mais justement, ce sujet est tellement intéressant qu'il susciterait tellement pour moi, en vous écoutant, tellement de réflexions. Je me demande si, à vouloir chercher à résorber les effets pervers des fausses collaborations libérales par, justement, la mise en place d'un régime pérenne d'assurance chômage, on va l'appeler comme ça, perte de collaboration, c'est de l'assurance chômage à la charge de l'entreprise dite employeur. Comment vous dire, c'est une fausse solution, un vrai sujet. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va conforter, on va pérenniser le système que vous dénoncez à juste titre, qui est de dire c'est faussement libéral. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a pas de clientèle perso, on travaille comme des dingues, etc., etc. Oui, mais si on se dit, grâce à l'assurance, je m'en fous, je peux accepter ces travers-là, je trouve que c'est pas tout à fait satisfaisant. Moi, de mon point de vue, je préfère prendre le taureau par les cornes et attaquer d'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire nécessairement dans le conflit, mais traiter la question des fausses collaborations libérales qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui sont accentuées aujourd'hui par la concurrence, le nombre de jeunes avocats qui sortent de l'école du barreau, le marché qui devient de plus en plus saturé, y compris dans des discours de certains patrons de cabinets d'avocats, dont j'entends ici et par là des approches totalement malthusiennes, il faut le dire, qui veulent fermer l'arrivée sur le marché des avocats parce qu'on estime qu'il y a trop de jeunes qui arrivent alors que le gâteau ne grossit pas, etc. Bref, je préfère m'attaquer au sujet, encore une fois, de ces fausses collaborations libérales, y compris pour obtenir la requalification en statut salarié si c'est nécessaire, parce qu'on sait bien qu'il y a combien de fois on a rencontré des situations où on embauche même des tiers de temps ou des mi-temps qui sont totalement en réalité un dévoiement du statut libéral, alors qu'en réalité c'est pour permettre évidemment de faire l'économie d'une vraie collaboration. Donc il faut faire attention, il faut simplement bien réfléchir de votre côté en tant que jeunes avocats et nous en tant que futurs membres du Conseil de l'Ordre, en tout cas c'est ce que je nous souhaite, à trouver les bonnes solutions, mais qui répondent réellement aux problèmes.
Moi, j'avais une autre question. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un binôme complémentaire, mais vous avez dit une chose qui paraît difficilement conciliable, qui l'est dans les faits, mais qui paraît difficilement conciliable. Vous avez dit, Sabrina, que le métier d'avocat, c'était un métier où on travaillait beaucoup. Mais Rachid, vous disiez, il faut éviter aussi que dans le cadre des collaborations, on fasse des heures qui deviennent indignes. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement compliqué à concilier. Moi, j'aurais bien voulu avoir un regard sur comment concilier les deux, parce que c'est vrai que le métier d'avocat, on l'a dans le sang et les avocats sont des travailleurs. Mais comment concilier cette force de travail avec éviter que la collaboration devienne… voilà. Alors, moi, en ce qui me concerne, il y a quelque chose que Rachid a dit tout à l'heure sur justement des personnes qui restent collaborateurs toute leur vie, d'autres qui ont envie de passer sous un statut d'entrepreneur ou d'associé. Il y a un point essentiel qui est la liberté de choix de chacun. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre carrière, quand on se dirige vers une certaine typologie de structure, on le fait en conscience. Je ne peux pas croire que les jeunes avocats que vous êtes, quand on s'adresse, je sais pas, à un cabinet international ou quand on s'adresse à une structure individuelle, ou quand on sait entre guillemets où on met les pieds et on sait ce qu'on va y chercher. Donc je pense qu'il y a un deal win-win sur lequel il ne faut pas se mentir non plus. Moi je me souviens, et je vais vous dire peut-être que c'est perverse, mais en l'occurrence, quand moi j'étais jeune collaboratrice en cabinet d'affaires, c'était la concurrence à celui qui la veille avait fini le plus tard, parce que c'était pour nous, c'était satisfaisant, c'était une forme de reconnaissance dans notre exercice. Et à un moment donné de ma carrière, moi j'ai eu envie de faire les choses différemment. Et en l'occurrence, j'ai pris ma liberté de choix, j'ai pesé le pour, le contre, ce que m'apporterait un changement de mode d'exercice. Et puis j'ai pris mes responsabilités et je me suis lancée. Et je pense que, en fait, une carrière d'avocat, elle n'est pas faite d'un statut. Elle est faite d'une multiplicité de décisions qu'on prend à différents moments de sa vie, parfois parce que certaines consoeurs ou confrères deviennent jeunes mamans ou jeunes papas, qu'on veut libérer du temps. Enfin, une carrière, c'est en réalité juste un élément de la vie, et dans la vie, on fait des choix, et la carrière, voilà, c'est l'un de ces choix. Et moi, je suis plutôt combative et j'aime pas trop cette sensation que la collaboration, c'est un peu être la victime d'un patron. C'est faux, on tire énormément aussi de la collaboration et il ne faut pas cracher dessus. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour faire un temps en cabinet d'affaires, et il y en a d'ailleurs, pour parler du jeune barreau qui quitte la profession, il y en a qui disent « je vais faire 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans parce qu'après, je vais avoir un beau poste en entreprise ». C'est un tremplin et on le sait. Donc, je pense à un moment donné aussi, il ne faut pas avoir qu'un discours absolument hypocrite où le collaborateur est une victime, et particulièrement dans le barreau d'affaires. Moi, en ce qui me concerne, si c'était à re-signer, je le referais volontiers et avec beaucoup de plaisir, et j'ai aucun regret. Et j'ai donné beaucoup d'heures aussi. Et j'en ai tiré beaucoup d'enseignements, et sincèrement, aujourd'hui, voilà, ça m'a appris à pêcher et ça me permet de manger tous les jours, et avec passion encore. Donc, vraiment, voilà, j'aime mon métier. Pour compléter la réponse de Sabrina sur la question de Thomas, on ne peut pas faire abstraction du fait que nous exerçons une profession qui est d'abord et avant tout une profession intellectuelle. Ça ne veut pas dire que on ne doit pas tenir compte de la santé des gens au travail. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une activité qui est facilement quantifiable. Donc moi, je vais parler de mon expérience, mais ça ne veut pas dire que c'est la plus vertueuse. C'est-à-dire que je regarde aussi ce qui se passe au bout de, effectivement, 33 ans de barreau. Moi, j'ai beaucoup de confrères avec lesquels on échange sur le mode de fonctionnement de nos cabinets. Mais les principes sont assez simples, en réalité. Un bon patron, si je puis m'exprimer ainsi, dans un cabinet d'avocat, c'est quoi? C'est un avocat qui a la conscience de l'équilibre économique de sa structure. Et pour atteindre cet équilibre économique, il faut pouvoir compter sur une force de travail qui a envie le matin de venir au boulot heureux pour s'épanouir, sans compter ses heures. Et le rôle et la responsabilité de l'avocat patron, c'est justement de compter, alors non pas dans la quantification, comme quand on est un ouvrier ou un employé à sa machine, mais la quantification, c'est quoi? C'est de dire aux jeunes collaborateurs, à un moment donné, non, ça suffit, tu as trop travaillé, il faut savoir le dire. C'est la délicatesse, ça c'est la vraie confraternité, c'est le rapport du maître de stage
qui veut veiller, si je puis dire, à la qualité du travail et pas qu'à la quantité de travail. Moi, j'ai plein de collaborateurs à qui je dis très clairement, peu m'importe le nombre d'heures. Si tu me dis que tu n'es pas là le lundi, mardi, moi, je considère que c'est l'objectif, la réalisation du travail. Donc, dans la qualité du travail, savoir compter sur un jeune collaborateur parce que sur un sujet clairement identifié comme étant urgent, sur une question épineuse, je sais que le collaborateur ou la collaboratrice va s'engager, va s'investir. Pour moi, c'est ça la relation à la fois libérale. C'est ce qui a fait qu'on a choisi cette profession et qu'on n'a pas choisi d'aller juriste à la BNP Paribas. Même si pour autant, il travaille aussi peut-être beaucoup plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça. Et c'est pouvoir dire à son patron, entre guillemets, bah, tu vois, tu as vu ce que j'ai fait cette semaine, tu as vu ce que j'ai fait le dernier mois, j'ai envie de partir 3 jours. Et là, désolé de le dire comme ça, là, je vais faire peut-être l'ancien combattant, mais moi, je suis arrivé avec un contrat de collaboration, il n'y avait pas écrit dedans qu'il y avait des congés payés. Aujourd'hui, ça serait une hérésie de signer un contrat de collaboration où il n'y a pas écrit le nombre de jours de congés payés, etc. Et puis le congé paternité, congé maternité, ça n'existait pas. Je ne dis pas que c'était mieux avant, comme font certains en ce moment. Moi, je suis plutôt à dire, je suis un homme de progrès. Et normalement, les avocats sont tous des progressistes. Ça veut dire qu'on est là pour améliorer les choses, mais toujours avec cet objectif de l'équilibre économique. Et encore une fois, moi, je préfère des confrères collaborateurs. D'ailleurs, moi, j'ai toujours du mal avec le mot collaborateur. Moi, je les appelle des avocats, des confrères. Bon, bref. Je préfère des collaborateurs qui soient moins présents, au sens quantification des horaires, que ce soit en présentiel comme aujourd'hui, en télétravail. Je préfère qu'ils soient moins présents, mais qu'ils soient beaucoup plus impliqués dans la bonne marche de l'activité du cabinet. Enfin, je trouve ça très intéressant de vous écouter comme ça parler de la collaboration libérale. C'est vrai que c'est un discours qu'on entend relativement peu, en tout cas dans la bouche de certains associés. Et je pense que c'est effectivement très sain de faire confiance, en fait, finalement, à ces collaborateurs. Il y a beaucoup de confrères qui disent que il y a un problème de management, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui deviennent, des collaborateurs qui deviennent associés et qui ont du mal si on veut, à prendre leur marque, en tout cas, dans la gestion de leurs collaborateurs et savoir justement doser suffisamment cette confiance. Parce que voilà, on ne peut pas travailler avec des gens sans leur faire confiance. Et je pense que, en tout cas, la majorité des gens aujourd'hui fait confiance à leurs collaborateurs. Mais est-ce que vous voyez une question ordinale justement derrière cet aspect? Est-ce qu'il faudrait mettre en place éventuellement des formations professionnelles de management pour apprendre justement à gérer un cabinet à la fois sur le plan financier, mais sur le plan humain aussi? Avant que Sabrina réponde, parce qu'il y a vraiment une formule à travers votre question qui me revient à l'esprit. On peut être d'excellents avocats, talentueux, et de pieds managers. C'est le problème de notre profession, parce qu'on n'a pas été formé à cela. Donc, non, mais en plus, c'est un sujet dont on a parlé avec Rachid pour être complètement transparent et sur lequel on est préoccupé. Je pense qu'on est préoccupé parce qu'effectivement, on a une formation qui est assez inadaptée finalement, parce que tout le monde critique le FB et compagnie. Et c'est vrai je pense qu'il y a des trous un peu dans la raquette. Le management en fait partie. Et en plus, le management, c'est pas que l'affaire des vieux avocats, hein, parce que vous, jeunes avocats, vous managez les stagiaires. Et moi, j'ai déjà eu des stagiaires qui viennent me dire « Ouais, mais le junior, il est hyper dur. » Vous pouvez être dur aussi, hein, avec vos plus jeunes. Donc, il n'y a pas que les anciens. Et je pense que c'est un vrai sujet et il faut s'en emparer parce que ce métier, il est complexe et c'est ce qui en fait, je dirais, son côté absolument majestueux. C'est qu'on est des entrepreneurs, donc il faut qu'on sache aller chercher un client. Et ça manque aussi dans notre formation initiale. Il faut qu'on soit des gestionnaires, comme une petite entreprise. Ça manque aussi à notre formation. Et bien évidemment, l'aspect managérial qui manque à notre formation et qui après génère des déviances, des souffrances au travail qui sont absolument inacceptables. Et nous, c'est vrai qu'avec Rachid, on a une croyance, et en plus, on est tous les deux travaillistes. Je crois qu'on aime bien la prévention
parce que même moi on est complémentaires, je le disais, moi je fais que du pro-employeur. Moi, avoir des dossiers qui arrivent sur mon bureau de gens qui souffrent au travail, c'est pas les dossiers sur lesquels je m'éclate le plus. Sincèrement, ce que ça me donne comme envie, en tout cas, et généralement c'est ce que je fais avec mes clients, c'est je dis il y a un constat, c'est que quelque chose ne va pas dans l'entreprise. Si quelque chose ne va pas dans l'entreprise et qu'on en arrive à le constater et poser des sanctions, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille en préventif. Et travailler en préventif, il n'y a rien de mieux que la formation, et qu'en l'occurrence, ça permettra en plus, parce que moi, franchement, être membre du Conseil de l'Ordre, je ne le fais pas pour arriver et donner des coups de bâton à mes confrères. J'ai envie de travailler dans la prospective, j'ai envie de travailler sur notre épanouissement, et je pense que moins on aura d'avocats en souffrance au travail, plus on pourra se consacrer aussi aux beaux sujets de l'ordre et de la profession. Donc, c'est un deal gagnant-gagnant. On proposera donc de créer un module spécial de formation à l'EFB qui s'appellera Pierre-Eugène Burgard en dédicace. Effectivement, je trouve que votre proposition est adéquate, hein, finalement, à cette perte de. C'est une partie, en fait, finalement, c'est une perte de repère, parce que en fait, c'est la conséquence du changement de statut qui n'est pas forcément appréhendé d'une manière suffisamment sérieuse par certains associés, justement, dans la gestion humaine, et qui crée finalement de la souffrance au travail. Je profite de cette question pour justement vous poser la question, comment est-ce que vous voyez le rôle de l'ordre aujourd'hui dans la protection des jeunes collaborateurs, dans des comportements qui peuvent être particulièrement déviants de certains associés? Est-ce que finalement il ne faudrait pas mettre en place, parce que je me souviens en fait il y avait eu un questionnaire des collaborateurs justement du Conseil de l'Ordre à destination des collaborateurs pour les interroger dans leur pratique du métier d'avocat. Je me souviens, enfin, je n'ai pas vu malheureusement de décision qui a été prise suite à ce fameux sondage. Et est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place finalement des contrôles déontologiques, ou du moins en tout cas essayer, comme vous disiez avec vos référents, que pourraient être les avocats honoraires, de manière à pouvoir, si on veut, que l'ordre ait des oreilles partout et finalement cherche un peu à faire en sorte que des comportements qui pourraient être vus comme inacceptables, justement, essayer de prévenir en partie ces comportements. Si je peux me permettre, Rachid tout à l'heure a évoqué le mentoring par nos anciens. Je pense que c'est déjà une voie en fait pour répondre à cette difficulté. Je me permets juste de vous donner une anecdote, parce que dans cette campagne, on écoute et on apprend aussi beaucoup. Et on a eu un dîner avec un ancien bâtonnier qui nous a expliqué qu'alors qu'il était en exercice, il avait reçu un email d'une collaboratrice qui était en cours de rupture avec un préavis qui était extrêmement compliqué. Ce bâtonnier, il a été extrêmement pragmatique, il a pris son téléphone, il a passé un coup de fil à l'associé en question, et ça s'est réglé de manière, je dirais, assez finalement facile. Je pense pas, enfin c'est mon opinion, peut-être Rachid aura une autre opinion, mais qu'on ait besoin de tout réglementer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un rapport de travail, c'est un rapport humain. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du Conseil de l'Ordre un code du travail bis. Je crois qu'on en entend, on le décrit beaucoup. Moi, je ne suis pas forcément pour faire un RIN qui fasse la taille du code du travail. Mais je pense qu'on peut faire appel au bon sens et surtout remettre le terme confraternité, en tout cas lui rendre une effectivité à ce terme, parce que je crois qu'il résume assez bien tout ce dont on a besoin pour être un avocat heureux. Parce qu'en même temps, il existe déjà, je pense, les moyens, les processus, les instruments pour sanctionner et contrôler. La question, c'est, on dit toujours, est-ce qu'on les utilise suffisamment? Est-ce que les personnes habilitées à les utiliser sont vraiment dans l'impartialité et dans la volonté de les utiliser? Et c'est ça dont souffre souvent l'institution ordinale,
Et évidemment, on sait bien que rien ne nous échappe dans ces derniers temps. On a, c'est vrai, l'impression que parce que le sujet, le litige, le conflit resterait enfermé dans un traitement quasi confidentiel, pour ne pas dire plus, opaque, eh bien donc ça serait forcément au détriment de la partie faible, donc du collaborateur, au profit des structures puissantes. Ça, on ne l'ignore pas. Mais, encore une fois, tout dépend des acteurs qui sont censés mettre en œuvre ces contrôles et éventuellement ces sanctions. Mais n'oublions jamais, et ça rejoint ce que disait Sabrina, c'est justement parce que nous sommes une profession réglementée. C'est justement parce que nous sommes une profession qui repose aussi sur la tradition. Moi, je ne suis pas contre les robots et l'intelligence artificielle, mais néanmoins, ce qui restera fondamentalement dans notre profession, c'est qu'elle est organisée et qu'elle est spécifiquement organisée. Ce que je veux dire par là, pour ne pas rester de manière trop absconse, ça veut dire que nous, on privilégiera toujours, quand on a des sujets de discorde entre confrères, c'est d'abord de rechercher les solutions entre confrères. Nous n'avons pas envie, quand je dis nous, je n'engage pas l'ordre, mais en tout cas, nous n'avons pas envie, quand on a cette expérience du conflit, d'abord que ce soit dans notre discipline à nous, le droit du travail, il est consubstantiellement fait de conflits, donc on sait de quoi ça cause, avec chacun sa perception, etc. Bref, nous n'avons pas envie que les difficultés, ça commence par des difficultés avant de devenir un litige, et avant que le litige dégénère en conflit. Il y a des étapes dans ça. Et c'est normal, parce que la relation de travail est une relation, encore une fois, hybride, bâtarde, entre le collaborateur et les patrons associés. Eh bien, cette spécificité-là de la profession d'avocat, il faut qu'elle soit traitée justement dans ce cadre spécifique. Mais ce cadre spécifique, il ne faut pas que ça soit la mafia. Ce n'est pas une histoire de mafia où il y a les puissants, etc. C'est une histoire de, justement, parce qu'on sait se dire les choses, y compris quand ça fait mal pour le patron associé ou pour le collaborateur, sauf que quand c'est entre nous, c'est un peu l'image du coup de téléphone. C'est plus facile quand on est ancien bâtonnier ou quand on est ancien, etc. C'est plus facile quand on est avocat honoraire, quand on a justement l'expérience et surtout l'indépendance. Parce que quand on est avocat honoraire, qu'est-ce qu'on craint? On a fait sa carrière, le Conseil de l'ordre, qu'est-ce qui va... Bon, on ne craint plus rien. Donc, l'avocat honoraire, il doit être capable de dire à un patron associé, non mais là, t'as déconné, non mais c'est quoi, c'est indigne de la profession. Ou au contraire, il doit pouvoir dire aux jeunes collaborateurs, réfléchissez, regardez un petit peu dans quelle profession vous avez mis les pieds. Peut-être que c'est le cabinet qui ne va pas bien, mais peut-être que c'est la profession qui ne vous convient pas. Et moi, je peux vous le dire, parce que je n'ai pas la pile à la patte, ni avec le Conseil de l'ordre du barreau de Paris, le premier barreau de France, je n'ai pas ce problème-là. Et donc, je vous dis, maintenant, si on sent qu'une solution peut émerger de cette relation très particulière qui nous rattache tous à cette profession-là, eh ben, je trouve que c'est plus simple. Mais par contre, je ne perds jamais de vue, et c'est valable nous dans notre profession de travaillistes. Quand ces voies-là sont épuisées, il est tout à fait normal, parce que nous sommes dans un État démocratique, qu'il y ait une institution qui soit elle-même contrôlée, surtout quand elle est dotée de pouvoir de contrôle et disciplinaire. Eh bien, c'est ces procédures-là qu'on met en œuvre, y compris sous le contrôle de magistrats, cette fois, parce qu'on aurait épuisé toutes les autres fois. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si je peux me permettre, je crois que ce qui est épuisé pour nous, c'est le temps de la parole qu'on vous a donné pour aujourd'hui. Parce que malheureusement, on a un engagement avec Rachid et on doit être un peu à l'autre bout de Paris dans une demi-heure. Donc, merci infiniment de cet échange qui nous a appris. Et on a aussi besoin d'avoir en tête vos préoccupations. On est à l'écoute. On est à l'écoute à l'ordre ou en dehors de l'ordre. On est là pour vous, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je vous dis également un grand merci chaleureux, spécialement à Thomas et à Pierre-Eugène. Et puis surtout, le 30 novembre, n'oubliez pas de voter. Et le 1er décembre. Et le 1er décembre pour le deuxième tour. Évidemment.
Surtout le 1er décembre. Merci beaucoup. Les deux tours sont importants. Touche du bois, c'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, vous allez recevoir prochainement, pour ceux pour qui c'est la première fois, vous allez recevoir votre carte avec les codes pour pouvoir voter, etc. C'est en cours d'expédition. Ok. N'allez pas jeter ça à la poubelle comme des prospectus. Hein. C'est plus important. Merci en tout cas de votre temps, de votre écoute et de votre énergie et belle carrière à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Qui? Je peux cliquer?